J'ai lu un article récemment qui parlait en fait de la racine du mot joie. Et apparemment, ça vient du sanskrit. Et c'est le mot yuj qui signifie l'union de l'âme individuelle à l'esprit universel. Et pour moi, c'est un peu ça. Je ressens cette joie, en même temps, je me sens appartenir au monde. Qu'est-ce que t'en penses ? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Kaeluna. Kaeluna. Camille Sfez. J'ai joué à l'anagramme avec son prénom et son nom. Les lettres dansent et m'offrent l'ami clé. L'ami, ce terme résonne. Il est chaud, mélodieux. Dans ami, il y a âme et ce son i, un peu fruité, enfantin, comme si se mêlaient intangible et tangible, paix et énergie, résilience et volonté. La clé. Il y a bien sûr la lecture attendue de la clé qui ouvre une porte. Mais je ne sais pas pourquoi, ce que m'inspire Camille, c'est plutôt l'image de la clé qu'on a toujours sur soi lorsque l'on n'est pas chez soi. À ce moment-là, la clé, c'est celle qui nous rappelle qu'on a un chez soi. C'est le lien à notre intime. Elle rassure, cette clé. Elle nous rappelle qu'où que nous soyons, nous pouvons retourner chez nous. Camille, l'ami clé, l'ami fruité, symbole du retour possible à notre intime. Mais au-delà de ces jeux de mots finalement faciles, ce que j'aime chez Camille, c'est qu'elle est cohérente. J'aime les hommes et les femmes qui assument un univers, des convictions, et les incarnent avec constance. C'est si facile aujourd'hui de se disperser, de vouloir embrasser large, d'avoir envie de tester. Camille dit ce qu'elle fait, et surtout elle fait ce qu'elle dit. Elle vibre son monde, elle est légitime de fait. Alors nous qui aimons tant la diversité, les univers des femmes et des hommes qui ont des choses à dire, nous sommes touchés de ce moment avec une femme qui s'engage à accompagner les hommes et les femmes à embrasser leur vulnérabilité, à réveiller leur part de féminin pour plus de liberté à être. Bonjour Camille. Bonjour, je suis super touchée de cette présentation. Merci de m'accueillir. Merci, avec grand plaisir. Camille, pour démarrer ce podcast ensemble, j'aimerais que l'on puisse t'écouter sur ta définition du féminin. Malgré que l'on fasse moins l'amalgame, le féminin ne veut pas dire la femme ni le féminisme. Oui, c'est toutes ces notions, elles sont vraiment très mélangées. Donc quand on parle de féminin, on a l'impression de parler du genre féminin, donc des femmes. En effet, donc c'est pas ça la définition. Le féminin, c'est pas non plus la féminité, qui seraient les attributs, voilà, peut-être plus ou moins superficiels qu'on attribuerait aux femmes. Pour moi, le féminin, c'est une partie qu'on porte tous à l'intérieur de nous. Hommes et femmes, c'est une polarité. On porte cette polarité masculine et la polarité féminine. Mais peut-être contrairement à ce que je vois beaucoup et ce que j'ai sûrement contribué aussi à diffuser à un moment comme message, qui croit que le masculin c'est le yang et le féminin c'est le yin. En fait, cette vision-là, c'est une vision assez tardive dans la pensée taoïste. Et traditionnellement, cette opposition masculin-féminin, en fait, elle colle pas au yin et au yang. Donc, pour moi, le féminin, c'est plutôt la définition d'Annick de Souzenel qui m'intéresse, en tout cas avec laquelle je résonne. Elle dit que le féminin, c'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec le mystère des choses. Donc, c'est, on peut dire, l'image de cette coupe qui est là et qui reçoit, qui est fécondée, qui est voilà, ensemencée d'une dimension mystérieuse. Pour le dire plus simplement, le féminin, c'est ce qui me permet d'être émerveillée devant un coucher de soleil, par exemple. Donc, c'est cette disposition intérieure à l'ouverture, en fait. Évidemment qu'on a tous, hommes et femmes, voilà. Je sais pas si c'est pour résumer en quelques mots. C'est une bonne entrée en matière, ensemble. Une disposition à s'émerveiller. C'est joli. D'où le fait qu'on aime le féminin. Camille, comment cette pratique du féminin sacré est-elle venue à toi ? Est-ce que tu peux nous parler des intentions qui ont ensuite motivé ce choix d'en faire finalement un projet de vie ? En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Oui, alors moi, au début, c'était vraiment la question que je me suis posée, en tout cas, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme ? Est-ce que je suis juste un être humain ? Est-ce que je dois gommer quelque chose de mon identité de femme pour faire partie de ce monde ? Ou est-ce qu'il y a de la valeur
en tant que telle à être une femme, à être dans ce corps de femme incarné dans cette vie. Je pense que je me posais cette question-là parce que j'ai eu un peu des modèles contradictoires dans mon éducation, c'est-à-dire que moi j'ai une éducation très voilà, j'ai fait une école de commerce, donc assez élitiste, je dirais, où on me disait en gros, homme ou femme, c'est pareil, tu feras ce que tu veux de ta vie, tu auras la liberté que tu veux, il y a pas de différence. Et c'était aussi le discours que j'entendais chez moi par mes parents, et en même temps, j'avais l'impression que pour avoir accès à cette liberté, il fallait quand même que je gomme une partie de mon identité, de ma personnalité, et c'était toute ma sensibilité. Comme si vraiment ma sensibilité ne pouvait pas coller avec cette image de liberté qu'on me vendait à l'extérieur. Et donc ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment questionnée. Je me disais, mais est-ce qu'il y a un endroit finalement où cette sensibilité elle a quelque chose de positif. Donc c'est aussi ce qui fait que je me suis ensuite assez vite redirigée, que j'ai repris des études de psycho, etc. Mais du coup, cette question de qui je suis en tant que femme, ça m'a amenée à rencontrer voilà, des espaces de développement personnel, je dirais, dédiés aux femmes, dans lesquels j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être une transmission qu'on m'avait pas faite et une valeur en tant que telle à être une femme et pas juste à être la femme que je suis, quoi. Donc ça a été vraiment le début de ma réflexion, et j'ai passé pas mal d'années dans ces environnements de développement personnel à mieux comprendre du coup mon identité de femme. Ça passe évidemment par mon corps de femme, donc toute la question du corps, de notre nature cyclique, la question de la maternité pour moi, puisque c'était aussi à ce moment-là un peu dans mes questionnements. Tout ça m'a mis en route, je dirais, pour voilà, valoriser un peu plus qui je suis. C'est intéressant ce que tu dis. À 20 ans, tu te poses la question par rapport à un choix de vie, de dire que tu dois enlever quelque chose. Tu peux nous donner des exemples de oui, ce que tu moi, veux, parce que tu aurais pu imaginer qu'il a fallu rajouter quelque chose, c'est de te dire qu'à un moment donné, on te dit que le modèle est équilibré pour les hommes et les femmes, mais que toi, tu as cette sensation qu'il faut enlever quelque chose ou gommer quelque chose. Oui, parce que c'était vraiment ça. En fait, moi, j'étais du coup à l'ESSEC, dans un environnement, voilà, avec des gens bosseurs, intelligents, très ambitieux, et j'avais l'impression que pour coller au modèle qu'on me donnait, il fallait vraiment que je développe, je l'avais développé, mais que je continue à mettre en avant la guerrière, c'est-à-dire celle qui fonce, qui se pose pas de questions, qui doute pas, qui sait ce qu'elle veut, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc c'était un modèle dans lequel j'étais assez bien entraînée, hein. Et donc et en même temps moi, j'étais vraiment en crise de sens complet. J'étais vraiment en question, pleine de questions existentielles. Et oui, j'avais l'impression que toutes ces questions, en fait, et donc je les relie à ma sensibilité, c'est-à-dire, c'est pour ça que du coup, on va en parler, mais ce sujet de la vulnérabilité, c'est un sujet qui me touche parce que je pense que moi, je suis quelqu'un qui vit sa vulnérabilité de manière assez forte depuis longtemps. Et donc j'avais l'impression, voilà, que ça c'était quelque chose qu'il fallait que je mette de côté. Et mais c'est aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi que mon psy de l'époque, mon premier psy, il a beaucoup travaillé dans des communautés d'hommes sur qu'est-ce que sont les valeurs du masculin. Est-ce qu'il y a comme ça, voilà, des valeurs qui sont, une manière d'être homme, je dirais, qui est repensé par rapport au modèle de la virilité dont on hérite dans notre société. Et donc, c'est lui aussi qui m'a mis en route vers ces cercles de femmes. Je pense que peut-être aujourd'hui, je le lis comme ça. J'avais cette question de ma valeur en tant que femme, mais évidemment, ça a été pris dans tout un ensemble de questionnements identitaires, peut-être plus profonds aussi. Cette pandémie mondiale, elle a encore mis plus de lumière sur la difficulté à adresser les relations. On a beaucoup entendu parler des crises traversées par les couples, des foyers contenus de l'ultra-promiscuité, et à l'inverse, le manque douloureux provoqué par l'absence de relations sociales. Dans les cercles que tu animes, Camille, j'imagine que tu accompagnes tes audiences sur les enjeux relationnels, l'équilibre pour soi dans son rapport aux autres. Peux-tu nous parler de la gardienne des relations, de ses dons et surtout de leur portée ? Ouais, merci pour cette question.
dans les cercles, donc on est vraiment dans des espaces où on cultive l'ouverture de cœur, l'authenticité, la capacité finalement à se mettre à nu face à l'autre, tout en sachant que c'est une prise de risque, mais en même temps, je sais que je vais recevoir en face de moi de la bienveillance, ou en tout cas je l'espère, et comme on joue tout le jeu, ou tous le jeu, on peut expérimenter d'être dans cette authenticité sans être blessé par l'autre finalement. Et je crois que voilà, il y a beaucoup, moi j'observe beaucoup dans les cercles des femmes qui viennent avec cette question de l'espace sacré finalement, de comment je fais pour faire respecter mon espace, mon territoire, mes limites, mon nom, comment je peux même tout simplement, tu parles de cette période dans laquelle on vit de confinement, j'ai entendu beaucoup de femmes qui ont dit voilà, j'ai dû réaménager chez moi de l'espace pour avoir un espace juste à moi, pour pouvoir fermer la porte. Donc je pense que la première étape pour être en relation de manière saine avec l'autre, c'est d'avoir un espace à soi. Quand je dis ça, c'est pas forcément un espace dans sa maison, mais je veux dire avoir conscience qu'il y a autour de moi cet espace sacré. Tu parles de la gardienne des relations. Je sais pas si tu fais référence au livre de Jamie Sams, Les 13 mères originelles. En tout cas, voilà, ça me fait penser à elle. C'est vraiment ce qu'elle nous enseigne. C'est-à-dire, la première chose, avant tout, c'est d'avoir autour de soi cet espace qui est aussi un espace mental, évidemment, un espace émotionnel dans lequel je peux me retrouver en sécurité. Et à partir de là, je vais voir comment je peux laisser l'autre rentrer, comment je peux, moi, rentrer dans l'espace sacré de l'autre sans tout de suite l'envahir, parce que quand tu parles des tensions conjugales, peut-être même des violences, enfin voilà, on a souvent l'idée, et c'est les chiffres qui sont beaucoup mis en avant, c'est vrai que c'est une réalité, hein, les femmes qui sont finalement victimes de l'agression de l'homme ou de l'envahissement de l'homme, mais en tant que femme aussi, on envahit l'espace sacré de l'autre. Donc, comment rentrer en relation avec finalement beaucoup plus d'écoute du rythme de chacun, de l'espace de chacun, de là où en est l'autre, et puis sans projeter aussi sur l'autre toutes les parts de nous qu'on n'a pas envie de voir. Bon, je pense qu'on pourrait passer juste 1 heure sur cette question, mais voilà, en gros, peut-être les pistes de réflexion. Je sais pas si c'est clair. Moi, plus je t'écoute, plus je suis heureuse de ce moment, parce qu'on discute souvent avec du sujet du développement personnel. On l'a consommé, j'aime pas ce mot, mais en tout cas il a été important respectivement à des moments de notre vie, et c'est vrai qu'on a souvent le débat de se dire est-ce que le fait de travailler sur soi doit venir de soi et ne doit pas être accompagné ou encadré. Et finalement, moi, je crois que mon avis est en train d'évoluer, et quand je t'entends, tu participes à cette évolution. Je me questionne vraiment sur une forme de nécessité peut-être à faire que cette capacité à connecter à ces éléments qui sont différents. Il y a plusieurs écoles, plusieurs manières de le pratiquer, soit peut-être plus disponible, je sais pas, à l'école ou dans les entreprises. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est et qui devrait peut-être être plus facilement accessible, ou qui nécessite moins d'attendre une espèce de drame personnel ou une forte confrontation. Oui, je me rends pas compte de cette évolution, mais moi, du coup, je suis formatrice en entreprise aussi sur ces questions, donc je vais dans les entreprises former les gens sur la gestion des émotions, la communication, ce genre de sujet. Et en fait, on a tous partout, comme tu dis, besoin qu'on nous donne des clés, parce que finalement, en fait, on n'apprend pas à l'école à communiquer. Déjà, on n'apprend même pas à dire je, encore moins en France. On n'apprend pas à parler de ses émotions. On sait pas, en fait. Donc, finalement, il y a des clés qui existent. Et c'est vrai que je sais pas, ce serait bien que ça rentre, comme tu dis, dans ces espaces d'entreprise, d'école, etc. Et puis il y a aussi je dirais qu'il y a la lecture et il y a la compréhension de ces outils. Et puis, moi, dans mon métier de psychologue, je vois bien que ce qui permet aussi la transformation, c'est d'être accueilli, en fait. D'être accueilli là où je suis, et finalement d'avoir quelqu'un qui vient me rassurer sur le fait que ce que je traverse, ou les difficultés peut-être que j'ai dans mes relations, par exemple, ça peut...
quelqu'un qui vient me faire un miroir en fait. Et ça, je dirais que c'est par exemple ce qu'on vit dans les cercles ou ce qu'on peut vivre avec un thérapeute, mais c'est vraiment d'avoir des témoins qui me permettent en fait, parce que le but c'est que moi je m'accueille à tous ces endroits-là de fragilité, d'incohérence, et du coup le fait de pouvoir faire ça avec d'autres en fait c'est aussi très aidant. Bon, écoute, on va peut-être commencer à prôner d'assumer de façon plus explicite ou pas, remarque, je ne sais pas. Camille, il semble que la Grèce soit une terre où tu aimes te retirer. La Grèce renvoie tellement à des légendes antiques, c'est un berceau de l'humanité. Qu'abrite cette terre sacrée justement, et en quoi est-elle partenaire de tes activités? En fait, moi, je me sens très proche de cette terre, de sa douceur. Alors, je pense que ça parle de mes origines parce que mon père est tunisien, donc peut-être je retrouve en Grèce quelque chose de voilà, de ce pays, la Tunisie, dans lequel je vais plus beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a dans les îles grecques notamment, enfin je connais pas si bien que ça la Grèce, hein, mais cette dimension de l'espace, du lien à la terre, du lien à l'air, du lien à l'eau évidemment, comme si les éléments étaient encore plus présents qu'ailleurs, et en même temps dans cette énorme douceur qu'est la Méditerranée, moi qui me nourrit beaucoup, quoi, qui me remplit. Et c'est vrai que voilà, bon, là les choses sont un peu en arrêt, mais je trouve ça magnifique de pouvoir pratiquer. Moi j'ai été plusieurs fois en Grèce pratiquer le chant spontané par exemple avec Christophe Boyer, ou avoir des cercles de femmes ou pratiquer du yoga, enfin pouvoir être dans son corps, dans cette sensibilité, avec l'environnement comme partenaire, quoi. Être partenaire des éléments, c'est magique. C'est vrai que souvent l'environnement, quand tu vis, on oublie à quel point ce contexte, ce lieu choisi, il est énorme. Il amplifie encore plus soit les apprentissages ou les ressentis. Ouais, complètement. C'est en fait là-bas, moi j'ai l'impression que il suffit que j'aille sur cette terre et je reçois un certain nombre d'informations, de connexions, d'intuitions énormes, quoi. Je pense parce que je suis dans un état de disponibilité, de tranquillité, d'ouverture que je pourrais cultiver en fait chez moi dans mon appartement parisien, mais bon, malheureusement, enfin, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. En fait, je pense que le corps, comme ça passe par le corps, voilà, si notre corps, là je le vois bien, mon corps il est pas nourri de mon environnement, du coup, je peux pas avoir accès à toute cette dimension de mon être qui est bien plus grande et qui est tellement plus facile de connecter dans un environnement naturel soutenant. C'est joli l'environnement soutenant. On dit souvent qu'il faut trouver son lieu de vie, mais je pense qu'on pourrait réutiliser ça. Il faut trouver son lieu soutenant. Ouais, alors Camille, tu connais le travail de Jerry Hyde, je crois. Il adresse la vulnérabilité des hommes et l'héritage sociétal qui a refusé à l'homme de connecter à sa part de féminin. Les femmes ont, j'imagine, une part de responsabilité. Quel rôle peuvent-elles jouer pour leur permettre de se réapproprier cette source? Oui, je connais grâce à Maï, enfin un petit peu de loin, le travail de Jerry, mais j'ai vu leur film Remarkable Men, qui est absolument magnifique, et ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup penser à ce travail dont j'ai été témoin aussi avec mon premier psy qui travaillait beaucoup avec les hommes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a vraiment cette idée que, en fait, finalement, ce qui me touche aussi, c'est que je parle de ma difficulté, la difficulté que j'ai eue avec la sensibilité. Et ce que tu dis, voilà, Jerry, il parle exactement de la même chose, c'est-à-dire comment on peut reconnecter à notre vulnérabilité dans un monde qui est construit pour la virilité. Ça me fait aussi penser au livre d'Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité. Hommes et femmes, on se construit contre cette vulnérabilité, contre ce qu'on appelle fragilité, faiblesse, féminité. Et donc collectivement, on se construit comme ça. Et donc en fait là je réponds pas du tout à ta question, mais pour répondre à ta question, voilà comment les femmes peuvent aider les hommes. Par rapport à ça, c'est ce qui m'a touché moi dans le film de Jerry de Maï, c'est qu'à un moment donné, en tout cas, on entend, elle le dit, je crois, Maï, elle nous le disait, qu'elle n'avait pas envie d'entendre une parole vulnérable des hommes.
Et c'est vrai qu'il y a Ouais. aussi, quand cette parole Tout à fait. vulnérable, cette sensibilité exprimée chez les hommes, j'ai l'impression qu'il y a peu de terrains d'écoute chez eux. Ouais, exactement. En fait, c'est à ça que je pensais, c'est-à-dire il y a quelque chose vraiment dans le fait d'exprimer sa vulnérabilité qui touche à la honte. Mm. On la montre pas, notre vulnérabilité, parce qu'en fait, on en a honte, tout simplement, parce que c'est pas socialement accepté. Et les hommes, ils ont encore plus à tenir cette image voilà, de celui qui tient les choses, qui n'a pas de faille, qui est, dans notre société, dans l'héritage qu'on a, le protecteur, voilà, celui qui tient, qui sait, etc. Donc, je pense que pour un homme, c'est encore plus difficile que pour une femme de montrer sa vulnérabilité. Et du coup, les femmes, bien sûr, doivent jouer ce rôle d'être capables d'accueillir mon expérience, parce que du coup, j'ai quand même participé longtemps à des cercles mixtes et je le vis encore aujourd'hui. Mon expérience, c'est en fait quand un homme parle avec vulnérabilité de ce qu'il vit, enfin partage voilà ses difficultés, ou je trouve ça tellement fort, enfin je trouve ça tellement beau, quoi, vraiment d'être capable, en sachant que c'est braver encore plus, parce que ça demande du courage en fait, braver encore plus d'injonctions sociales qui nous demandent et qui demandent aux hommes de tenir. Moi, ça me touche énormément en fait. Donc oui, je pense que les femmes ont un rôle à jouer dans leur capacité à entendre. C'est tout à fait vrai ce que dit Maï. Et puis enfin, je pense que moi, en tout cas, mon expérience, c'est ça, c'est dans mon couple ou même dans mes relations, quand moi je me montre vulnérable, quand moi je vais oser dire des choses qui me coûtent un peu, et en même temps, je vois bien qu'ils viennent plus de mes profondeurs, ça amène l'autre aussi en face, et donc l'homme en face, à le faire. C'est-à-dire que évidemment, ce serait pas juste d'attendre des hommes qui se mettent à nu et puis de voir ensuite ce que moi je fais, quoi. Je suis plutôt du genre à dire, je me mets à nu la première, et puis ça va amener l'autre à cet endroit-là aussi. Donc, ce que tu disais, c'était à la fois peut-être tendre la main en le faisant soi-même et accueillir quand l'autre se livre. Ouais, tout à fait. Parce que je crois qu'en fait, c'est pour ça que ça revient sur cette question des relations, c'est-à-dire ce que je suis capable de me donner à moi, je vais pouvoir le donner à l'autre. Mais si je suis pas capable, moi, déjà, d'accepter l'inconfort de cette vulnérabilité, parce que c'est pas confortable quand je dis à l'autre, voilà, que j'ai peur, que je ne sais pas, que je suis en colère, que je suis triste. C'est assez inconfortable en fait. Donc c'est être capable de me donner à moi, et puis du coup en miroir ça va me permettre de donner à l'autre cet accueil. Merci pour cette réponse, pour le coup pleine de nourriture. Quels sont selon toi, Camille, les endroits du globe qui portent en leur sein les racines du féminin sacré? Et puis je sais que tu aimes les 13 mères originales, mais peut-être que tu as d'autres légendes qui te touchent sur le sujet. Oui, en fait, alors il y a un magnifique livre, si les auditeurs et les auditrices sont intéressés, qui s'appelle La femme tambour, qui a été écrit par une américaine, Len Redmond, qui raconte, en fait, elle est percussionniste professionnelle, enfin elle était plutôt, et elle a fait 15 ans de recherche archéologique. Je pense aussi au livre de Marija Gimbutas, Le langage de la déesse. En fait, il y a beaucoup d'archéologues qui se sont intéressés au culte de la déesse mère, présent tout autour du bassin méditerranéen pendant la préhistoire. Donc on retrouve beaucoup de vestiges en Turquie, mais vraiment en Grèce évidemment, mais tout autour du bassin méditerranéen, on se rend compte que cette déesse, donc avant l'arrivée du langage, de l'écriture plutôt, avant évidemment l'arrivée de l'agriculture et du patriarcat, cette déesse, elle était vénérée sous plein de noms différents, avec plein de légendes différentes, mais qui avaient toutes la même essence en fait. Et voilà, je trouve que enfin moi c'est une période de l'histoire qui me fascine depuis quelques années, et une des histoires qui me plaît beaucoup, c'est le mythe, je dirais, le conte, je sais pas très bien, le mythe d'Inanna. Inanna, c'est la déesse sumérienne qui va, parce que il y a plus de fertilité sur Terre, elle doit aller rencontrer sa sœur qui est la déesse des enfers, Ereshkigal. Et elle descend aux enfers, et à chaque étape, en fait, elle a 7 étapes pour descendre, rencontrer sa sœur. À chaque étape, elle doit enlever quelque chose de sa tenue de reine. Donc, elle enlève ses bijoux, elle enlève ses vêtements, et puis elle se retrouve nue face à sa sœur.
qui, je crois, menace de la tuer. Et finalement, elle arrive à s'en sortir et en remontant sur Terre, elle ramène la fertilité. Voilà, j'en ai des frissons quand je la raconte parce que vraiment, je pense que ça me touche sur ce sujet-là d'être capable de se mettre à nu, en fait, face à son ombre, face à ses démons, face à ce qui nous fait le plus peur, pour ramener quelque chose de fertile. Ce mythe d'Inanna. Tu viens quand même pas des bords de la Méditerranée pour rien. Ouais, c'est ça. Peut-être quelques héritages, on ne sait pas. Ouais. Des légendes comme ça installées. C'est drôle parce qu'en nous écoutant quand même juste ce matin, je sens à quel point la vulnérabilité, mais chez l'homme et chez la femme, elle est souvent quand même une énorme preuve d'amour quand elle est exprimée et qu'elle peut être accueillie quand même. Ouais. C'est vraiment oui, c'est quelque ça. chose, mais qu'on nous a jamais, au final, et tu le disais très bien au démarrage de ce podcast, tellement transmis. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits, des carrefours, des interstices où il suffirait de pas grand-chose pour que au moins on nous explique. Et puis après, nous, on en fait l'expérience. Mais et souvent, sur ce terrain amoureux, se révèlent très rapidement ces absences ou ces manques, quoi. Oui, et en même temps, quand je t'entends, je me dis, c'est aussi, je pense, le terrain amoureux. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'endroit où j'ai le plus expérimenté ma vulnérabilité, ça c'est sûr. Et là où j'ai le plus appris aussi de ça. Enfin, en ce moment, c'est un sujet dont je parle beaucoup là depuis 1 an ou 2, mais aussi parce que dans mon couple, depuis 1 an ou 2, je l'expérimente très fort, ou en tout cas, je l'ai expérimenté beaucoup. Donc, je crois que c'est ça, c'est changer de regard, voir que c'est en lien avec le courage et l'ouverture de cœur. L'amour, c'est ça, quoi. Quand j'ouvre mon cœur, je me sens plus vulnérable. Et alors, la part de masculin chez les femmes, comment elle se révèle en 2020 ? J'imagine que tu prônes un juste équilibre masculin-féminin. Est-ce une pratique quotidienne que de les faire s'harmoniser ? Et tu le disais encore plus sur le terrain amoureux. Oui, alors en fait, du coup, là, tu vois, je vois qu'il y a j'ai des incohérences dans ma pensée, ou en tout cas, je sais pas très bien comment construire les choses, mais il y a en tout cas un équilibre à trouver entre yin et yang. Et donc le masculin qui serait le yang, même si je vous ai dit que dans la pensée taoïste c'était pas le cas, mais en fait quand même socialement on est tous construits avec beaucoup de yang. On doit faire, on doit montrer, on doit produire, on doit avancer, on doit construire, on doit avoir des réponses, on doit avoir le dernier mot. Enfin tout ça c'est de l'ordre du yang en fait. Et donc je pense que, enfin en tout cas moi je vois beaucoup de femmes qui viennent plutôt à la recherche d'une autre polarité, donc de cette dimension plutôt de l'écoute, je dirais, pour le mettre une grande catégorie. Comme si on est quand même dans une société où il y a un excès de yang. Mais comme tu dis, ce qui est à rechercher, c'est l'équilibre, parce que tout ce qui est en excès finalement est perverti, donc est disproportionné ou est caricatural. Donc comment je peux cultiver l'opposé de toute cette vitesse, certitude, désir de conquête, pour retrouver un équilibre. Et donc pour ça, je pense qu'il faut développer abandonner une partie de désir de conquête, de certitude, pour faire place à l'écoute, au doute, au mystère. À l'observation. Et finalement, à l'observation, exactement. Et finalement, c'est plus en nourrissant l'autre polarité que vraiment en tout cas dans mon expérience c'est ça, mais je vois bien, enfin je dis ça et en même temps je pense à des femmes, et moi c'est aussi un travail que j'ai fait, c'est-à-dire que moi dans ma construction identitaire j'avais beaucoup de colère face au mal dominant, on va dire, et face à, il y avait probablement des choses de l'héritage paternel, mais voilà, de tous ces hommes, je sais pas, des médecins qui savaient pour moi. Donc il y a aussi besoin intérieurement, je pense. En tout cas, moi j'ai eu besoin de restaurer l'or, la beauté de ce que je projette sur les hommes et sur cette polarité yang. Donc il y a beaucoup en fait c'est vraiment un espace de réconciliation, quoi. Ouais, de pardonner aussi. Et de pardon, enfin on parlait de la relation amoureuse, mais forcément toutes ces projections que j'ai pu avoir sur les hommes, sur le masculin, sur la virilité, c'est aussi des endroits où j'ai dû dans mon couple aller regarder ce qui se rejouait, nommer, apaiser, pardonner, réconcilier. Parce que encore peut-être une dernière chose que je sens que j'ai besoin de dire.
aujourd'hui je suis femme, enfin en tout cas moi j'ai une croyance qui est que je suis aujourd'hui incarnée dans un corps de femme, mais probablement j'ai vécu dans d'autres vies dans des corps d'hommes. Donc j'étais de l'autre côté du miroir, j'ai été du côté des bourreaux, des abuseurs, de ceux qui avaient le pouvoir, du mal dominant, et donc finalement c'est aussi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui m'aide, en tout cas cette idée-là, elle m'aide à sortir du rôle de victime, quoi. Je suis pas du bon côté, ou du côté des faibles qu'on devrait maintenant protéger, pas du tout. Je crois que je suis, j'ai vécu une mémoire cellulaire des deux côtés suffisante pour prendre du voilà, recul c'est ça. à cet instant-là de ta vie. Exactement, travailler sur la mémoire cellulaire, c'est exactement ça. Pour continuer un petit peu sur cet équilibre masculin-féminin, c'est vrai que on se pose souvent la question, on anime aussi régulièrement avec Luna des groupes en entreprise, et c'est vrai que quand tu as un groupe, prenons une dizaine de personnes, j'aime bien souvent aussi équilibrer ce masculin-féminin. Tu sais, c'est ambition masculine, réalité féminine, et je pense qu'un groupe peut être aussi nourri d'une notion de, j'allais dire, du masculin, de agir, ce que tu dis, de montrer, de prouver, mais avec aussi, dans ce groupe, et là de façon plus globale, besoin à un moment donné d'une réalité beaucoup plus féminine, quoi, en tout cas d'écoute. Et je pense que c'est important. En fait, cette harmonisation, elle est au travers de l'individu, mais elle peut jouer sur un groupe, elle peut être beaucoup plus globale. Oui, complètement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si on revient juste encore à cette pensée taoïste des polarités, c'est ça ce qui est fécond, c'est qu'il y ait les deux. Et de toute façon, en fait, je pense que c'est une illusion de l'esprit de croire qu'il peut y avoir que une polarité qui est présente, en fait. Les deux sont présents, donc il y en a peut-être une qu'on masque, qu'on n'exprime pas, mais en fait, quand il y a une polarité, il y a les deux. Et c'est vrai que le fait de les révéler, et même tout simplement dans un groupe qui soit mixte, par exemple, la mixité, c'est vraiment fécond. Ça permet aux uns et aux autres de pouvoir piocher à l'extérieur, parce que j'ai parlé tout à l'heure des projections, donc projeter sur l'autre des choses que j'ai en moi, que je reconnais pas, mais aussi de voir l'autre à l'extérieur manifester quelque chose qui est en moi et que je m'autorise pas à manifester. C'est très empowerment, enfin je sais pas, ça m'aide à me développer, quoi. Les sacs du développement personnel. C'est vrai que bon, ces univers nous parlent, les cercles de parole, le yoga, la méditation, les chants sacrés, les gongs basses. Pour autant, l'époque se gorge de ces pratiques à tel point qu'on assiste un petit peu à des effets de mode, des aspirations aussi, parfois à la notoriété. Il y a des polémiques qui commencent à naître sur la légitimité à transmettre. Mais peut-être que ce n'est pas du tout ta lecture, toi qui es si tolérante et ouverte. Et en quel cas, comment vis-tu cet engouement avec les avantages et inconvénients induits ? Ouais, merci pour cette question. Moi, je pense que je suis ambivalente, c'est-à-dire que je trouve ça magnifique. Donc, dans tout ce que tu as cité, moi, je vais parler surtout des cercles de femmes parce que c'est un espace que je connais, mais évidemment, je pense que c'est vrai pour d'autres espaces. C'est-à-dire que, par exemple, pour animer un cercle de femmes, il n'y a pas besoin de formation. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'être psychologue, il y a besoin juste d'être une femme et d'être capable de tenir l'espace, je dirais. Et donc, ça fait que c'est des espaces qui se développent énormément et c'est chouette. Et en même temps, c'est pas parce qu'il n'y a pas de formation qu'il faut pas un certain nombre de qualités ou d'expérience et donc, du coup, moi, je rencontre parfois des femmes qui me disent qu'elles ont été mal accompagnées ou mal accueillies dans ces espaces. Et donc, ça m'interroge beaucoup sur... je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de l'ère du Verseau dans laquelle on rentre, c'est-à-dire que tout est disponible, tout le monde... Il n'y a plus un gourou qui dit voilà comment il faut faire et tout le monde applique à la lettre de manière pyramidale la vision du chef. Donc ça, c'est vraiment très, je pense, très sain et hyper créatif et vivifiant. Et je trouve ça vraiment génial de vivre dans une époque comme ça. Et en même temps, ça nous demande de développer notre discernement. Parce que sans discernement, bah oui, en fait, je peux aller voir n'importe qui, mais bien sûr que moi, je vais pas être nourrie de n'importe qui. En plus, tu parles du yoga, par exemple, il y a 1000 sortes de yoga, et dans ces 1000 sortes de yoga, il y a à chaque fois des milliers de profs qui font un yoga à leur manière. Donc, ça demande, je pense, vraiment cette offre qui est porté par des effets de mode, mais en fait derrière les effets de mode, je pense qu'il y a un vrai désir qui est à honorer et
oui, à honorer, de se reconnecter à qui on est, d'aller intégrer cette dimension de notre être peut-être qui nous dépasse de manière plus grande dans notre vie, trouver du sens, aller mieux. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses, je pense, qui sont cet élan hyper positif. Et en même temps, ça demande de développer notre vigilance, notre capacité à écouter. Est-ce que avec cette personne je me sens bien? Est-ce que dans cet espace je me sens bien? On m'a dit que c'était quelqu'un de super, mais en fait, moi, cette personne, elle correspond pas du tout à mon énergie. Donc voilà, je pense que c'est sûrement, enfin c'est sûr, c'est 1000 fois plus intéressant. Mais en fait, ça demande vraiment de revenir à son libre arbitre, à sa royauté, quoi. Ouais, à son libre arbitre, exactement. Trouver le terrain qui nous correspond. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il y avait peu de dimensions de développement personnel, tu allais un peu dans quelques endroits, et aujourd'hui, ça te demande peut-être un peu plus d'acuité avec toi-même, à savoir si au final, c'est le bon terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je pense qu'il y a une forme de consommation de ces espaces. Enfin, je le vis aussi, hein. J'ai eu tellement besoin dans ma vie de mettre du sens, de comprendre, de me sentir plus armée, etc., que j'ai beaucoup cherché de réponses dans ces espaces de développement personnel. Et je vois bien qu'aujourd'hui, bon, ma vie de maman et de femme active et tout ça fait que je peux pas faire tout ce que j'aimerais. Mais du coup, je peux reconnaître chez moi, en tout cas, ce désir d'aller consommer, en fait. Consommer ces espaces, et finalement là encore je m'approprie pas mon propre pouvoir quand je fais ça. Enfin, je pense qu'il y a un moment en tout cas où c'est important d'aller se nourrir du développement personnel et de toutes ces offres qu'on peut trouver, et il y a un moment où de toute façon on le sait, l'intégration elle se fait dans le silence, dans la retraite, dans revenir à soi, quoi. On partage. Totalement. Pas de parti pris, mais quand même un peu. Un petit peu. Alors, j'aime l'idée qu'à l'origine, il y avait tout et surtout le plus juste pour nous. Par ailleurs, on prône l'innovation, le changement, la transformation. Il est à la fois évident que l'innovation nous a apporté beaucoup de choses positives, et paradoxe, il est aussi évident qu'il faille se reconnecter à ce que nous avons d'originel. Quelle est ta vision d'une cohabitation durable entre source et progrès, Camille ? Je trouve que c'est une question difficile. En tout cas, c'est une question, je me rends compte, à laquelle j'ai pas beaucoup réfléchi. Disons que, alors je ne sais pas, en fait, je parlais tout à l'heure de la préhistoire, de cette époque où les femmes étaient des prêtresses et jouaient du tambour. En même temps, c'est facile, je pense, d'idéaliser cette époque, par exemple, ou d'idéaliser la pureté de ce qui est naturel. En fait, je pense que l'équilibre, il se trouve justement dans l'intégration de ces paradoxes. Et donc aujourd'hui, moi, je me verrais pas vivre, coupée du monde, sans technologie, dans une forme de retour en arrière. Donc c'est comment ne pas être aliéné par cette technologie, parce que j'ai l'impression, moi, que par moments elle m'aliène. Je pense, par exemple, quand je dis ça très concrètement, au temps que je passe sur Instagram chaque jour. Enfin, maintenant, c'est clairement diminué, mais je veux dire, voilà, accroché à mon téléphone, il y a une forme d'aliénation consentie. Hein. J'aime bien Damasio qui parle de cette aliénation consentie, voilà. Et en même temps, cette question, elle me... j'ai vraiment envie d'y répondre dans ce que je peux vivre aussi quand moi-même je traverse des paradoxes. C'est-à-dire que c'est pas de dire il y en a un des deux qu'il faut choisir, c'est vraiment prendre les deux en même temps. Et c'est là où il y a la créativité. C'est vraiment de faire encore plus de place, en fait, encore plus d'accueil à la technologie et quelque chose qui serait de l'ordre de la nature, d'originel. Pour que ça se féconde, en fait. Juste mais bon, ça reste très vague. Non, oui, pas du tout. Moi, je trouve pas que ce soit vague, ouais, au contraire. Être d'accord. Et c'est ce qu'on disait aussi en intro, et c'est tout le plaisir qu'on a à te podcaster, c'est que tu dis ce que tu fais ce que tu dis, et quand toi tu dis que ce que tu fais c'est en grande partie la vulnérabilité, je trouve que toutes les réponses que tu apportes n'assènent pas de certitude, et c'est d'une richesse incroyable, ça change. Merci. Mais moi je me sens touchée par des gens qui parlent d'eux, en fait. Je pense que c'est pour ça que je parle beaucoup de mon chemin, c'est que
et ça aussi, je pense je vois bien que on est de plus en plus touchés. On a besoin, en fait, d'être miroir les uns des autres et pas quelqu'un nous dise il faut faire ci ou ça, quoi. Je pense c'est fini cette époque, heureusement. Elle est définitivement derrière nous. Je pense un peu la différence, un peu dans la notion que moi j'aime bien et qu'on partage avec Luna, c'est terrain de réparation ou terrain d'élection. Je crois qu'on a chacun à un moment donné nos terrains. Des fois, on a des terrains d'occupation où on s'occupe, tu le dis très bien, à faire d'autres choses. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit très conscient entre ce qui est un terrain de réparation et un terrain d'élection. On se répare tous à des endroits, et puis à des endroits où on est très éligible. Et je pense que tu viens de le dire, au moment où on est éligible, là, on peut partager en miroir beaucoup plus sa vérité, son authenticité. Ouais, j'aime beaucoup. C'est pas du tout des théories que j'ai, mais j'aime beaucoup. Non, terrain d'élection, terrain de réparation. C'est une création d'Arnaud. Ouais, c'est super. Je peux mettre un peu copyright là-dessus. Bah, tu peux. Tu t'en fais cadeau. Aidons-nous à trouver nos terrains d'élection. À quoi nous sommes éligibles. Camille, si tu étais un animal, un son, une saveur et une émotion, lesquels seraient-ce ? Alors, je vais t'aider peut-être. Commençons par l'animal. Je serais un loup. Une saveur. Une saveur, ouais. Je serais la saveur de la fleur de romarin. Un son. Que j'aime croquer. Un son, le bruit de la mer, le bruit de la rivière. Et une émotion. La tranquillité. Il faut définitivement qu'un jour tu fasses une séance de travail en co-construction avec Arnaud parce que vous avez énormément de points en commun. C'est fou. Avec plaisir. Si tu t'associais le temps d'une journée avec pour motivation de vivre une expérience live avec les risques liés à l'imprévu, avec qui et où le ferais-tu ? Oh là là. Je ne sais pas. Je crois que on a beaucoup parlé de Grèce depuis tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est assez présent là dans nos échanges. Je crois que j'irai faire de l'apnée dans le Grand Bleu. Voilà, je rêve en fait de découvrir l'apnée. J'ai une de mes amies, Leïna Sato, qui est apnéiste et qui me fait découvrir. Enfin, pas découvrir, mais du coup, qui est des images sur comment c'est de plonger à 20 mètres sous la mer. Je crois que c'est ça ce que j'aimerais faire. Un nom d'une île, comme ça on va se projeter, ça va nous faire du bien. Amorgos, Milos, Naxos, ou pas forcément les Cyclades, vous partirez où ? Amorgos. Amorgos, c'est sûr. Grand Bleu, apnée, d'accord. Ok. Et bon, oui, définitivement là. Faut y aller là. C'est son île. Que ça fait 2 mois que je suis enfermée, non ? Et du coup, si on devait finir ce podcast, parce que quand bien même on a envie de le continuer, on aurait juste une dernière question à te poser. Quelle est la valeur la plus précieuse qu'on t'ait transmise et en quoi t'accompagne-t-elle au quotidien ? Je crois que mes parents m'ont transmis beaucoup d'ouverture d'esprit et d'ouverture à l'autre, en fait. Je pense que l'un et l'autre, ils venaient de milieux sociaux assez différents, de cultures différentes, de religions différentes. Et du coup, cette curiosité de la différence de l'autre, je pense que c'est vraiment une valeur qu'on m'a transmise, que j'ai reçue d'eux et qui me porte aujourd'hui. Merci à eux pour ça. Ouais. Alors avant de finir, comme le disait Luna, les questions de Kai Luna. Qui ou quoi, Camille ? Qui ou quoi ? Ouais. Qui ? Romantique ou passionné ? Romantique. À deux ou ensemble ? À deux. Intuition ou vision ? Intuition. Conscience ou authenticité ? Conscience, allez. Créative ou imaginative ? Créative. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, à vous deux. Camille, pour ce moment. Et j'en profite, et je le fais jamais, pour remercier Luna pour l'ensemble des personnes que l'on podcast. Et on en est pratiquement aujourd'hui à peut-être 12, 13 podcasts. Et vraiment, c'est un
tel plaisir de travailler avec Luna et d'avoir autant de diversité. Voilà, je voulais juste le préciser. Comme ça, et j'en profite que ce soit ton podcast pour le faire. Un peu de miroir à une forme de sensibilité. Et je te remercie pour ça en tout cas aussi, Camille. Voilà, tu arrives à Merci faire à que les vous. gens assument une forme de vulnérabilité. Ouais. La preuve Je par sais pas l'exemple. comment, mais- Juste par la voix et ce moment partagé ensemble. Comme qui dirait Arnaud, ton terrain d'élection peut-être. Exactement. Merci beaucoup, Camille. Merci. Camille. Merci à vous. Ka et Luna. Kai Luna.